Bien, alors on va revenir sur l'autre sujet parce qu'on a notre invité qui va s'installer tout à l'heure. Il s'agit bien évidemment de Maître Almami Samori Traoré. Donc il est l'avocat de cabinet Sila Bilguet. On nous fait comprendre qu'il est déjà dans nos locaux, mais déjà bien évidemment baila sur ce pourvoi. Je vois déjà, on en a parlé dans le groupe tout à l'heure, il y a beaucoup d'interprétations autour de ça. Est-ce que le procureur de la CRIEF est bel et bien dans son droit quand il interjecte appel? Est-ce que ce pourvoi peut conduire à la suspension de l'exécution de la décision rendue par les juges d'instruction? D'abord, il faut dire qu'effectivement, il s'agit d'un appel. Le pourvoi, c'est un peu plus tard. C'est lorsque on saisit au fait la cour suprême. Donc, à ce niveau, c'est la juridiction de premier degré donc, qui a rendu cette décision. Et effectivement, aujourd'hui, on a, comme je l'avais dit hier, je disais qu'il fallait attendre de voir si justement le procureur Ali Touré n'allait pas interjeter appel comme il nous a habitués. Et aujourd'hui, effectivement, cet appel. Mais je sais qu'il y a une différence aussi de regard entre justement d'une part le procureur de la CRIEF et les avocats de la défense sur justement l'effet au fait de l'appel du procureur, et je suis sûr que Maître Almami Samori Traoré saura mieux que moi nous indiquer cette différence de vue et nous dire pourquoi c'est eux qui ont raison. Mais effectivement il fallait s'y attendre encore si on se base sur les précédents qu'il y a eu jusqu'ici. Il est déjà avec nous dans ce studio, Maître Almami Samori Traoré, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous vos auditeurs. Oui, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Déjà, il y a la CRIEF à travers les juges d'instruction qui avait ordonné un non-lieu et une main levée sur les avoirs de votre client, cabinet Sila Bilguet. En substance, qu'est-ce que cela signifie? Merci beaucoup. Merci pour tous les professionnels du droit. Un non-lieu est une décision de règlement, une décision de clôture de l'information judiciaire qui avait été initiée par le procureur et à l'issue, bien entendu, de laquelle le juge se décide après avoir mené des investigations. Je rappelle que la particularité de ces procédures d'enquête financière, c'est que les juges d'instruction, au-delà du fait qu'ils soient des arbitres, sont également des enquêteurs. Ça veut dire qu'ils mènent eux aussi à leur investigation à travers, bien entendu, la saisine des différents services de l'État, bien entendu, puisque la partie civile dans cette procédure-là, c'est l'État. Alors, cette ordonnance de règlement qui peut aboutir à deux décisions possibles. Soit une décision de renvoi des inculpés devant la juridiction de jugement, ce qui suppose que le juge d'instruction estime qu'il y a des charges suffisantes à l'encontre de ces derniers et qu'il faut les envoyer devant un juge pour qu'ils puissent s'exculper. Ce qui signifie même que même si vous êtes renvoyé devant la juridiction de jugement, ça ne veut pas dire que vous êtes coupable, vous êtes présumé innocent, ça veut dire qu'il y a des charges. Parce que l'instruction, ce sont des étapes. Pour vous inculper, il faut des indices. Pour vous renvoyer devant la juridiction de jugement, il faut des charges. Pour vous condamner, il faut des preuves. Donc ce sont des étapes. Alors, si le juge estime dans ce cas qu'il n'y a pas de charge suffisante pour renvoyer la personne devant une juridiction, ou pour les faits pour lesquels vous êtes poursuivi ne constituent pas un délit ni un crime, le juge décide de rendre une ordonnance de non-lieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de charge suffisante. C'est que dans notre cas, ce qui est arrivé, c'est que la position qui était la nôtre depuis le début de l'information judiciaire, depuis la commission rogatoire qui a été donnée aux officiers de police judiciaire, donc la direction centrale des investigations judiciaires, ils ont conclu, après 3 mois d'enquête, d'investigation, avec des réquisitions dans les différents services de l'État, au marché public, aux impôts, à la douane, ils ont conclu qu'il n'y a pas d'indice. Alors, il n'y avait même pas d'indice. Donc, malgré ça, il a quand même été inculpé. Après, on s'est retrouvé dans
dans ces situations-là. Et finalement, après près de 20 mois d'investigation, les juges d'instruction parviennent à la même conclusion que les officiers de police judiciaire. Et je rappelle que dans toute cette procédure-là, l'accusation du parquet n'était fondée que sur un rapport de dissémination de la cellule de traitement, nationale de traitement des informations judiciaires. Malheureusement, ce rapport-là précède 4 autres rapports qui sont tous en faveur de M. Kabinet Silla. Des rapports qui ont été établis au courant de la même période. Donc il y avait en quelque sorte de la manipulation que nous avions réussi à déceler en fonction, bien entendu. Mais qui a dissimulé le rapport le rapport vient de la CENTIF, ça vient de la cellule de traitement des informations financières. Donc il y a des rapports que nous avons versés au dossier et il y en a dont on a eu copie qu'on a versé au dossier et qui le blanchit. Parce que nous sommes aussi dans notre rôle d'investigation, parce que nous sommes dans une procédure où on avait l'obligation de prouver que l'origine de sa richesse était licite. C'est ce que nous avons fait. C'est pourquoi quand vous compilez le dossier de la procédure, vous verrez que les 95% des pièces ont été versées par les avocats. Donc on a fait un travail de fond et le juge, par leur courage, ont décidé de rendre une décision. S'il y a un non-lieu, ça veut dire qu'il a été blanchi. Les juges estiment que toutes les accusations qui ont été portées contre lui ne sont pas fondées. Voilà. Et la conséquence de ce non-lieu, c'est la liberté pour laquelle nous courons derrière, et également la main levée des saisies conservatoires sur ces biens. Oui, Yassine. Alors, en tant que profane du droit, je ne suis pas comme Baïla ou encore Diallo, mais j'ai envie de comprendre. C'est que dans cette situation de la CRIEF, j'ai comme toujours l'impression que c'est l'accusé qui est en train de chercher à expliquer, à prouver son innocence, et que ce n'est pas le procureur qui est en train de fournir des preuves de sa culpabilité. Est-ce que c'est comme ça que ça devrait se passer? Non, je vous explique. Vous savez, en procédure pénale, tout comme dans tout autre procès, en principe, c'est celui qui fait valoir un droit qui doit prouver l'existence de ce droit ou la réalité du fait juridique dont il se prévaut. Alors, cette charge de la preuve en matière civile, on dira par exemple que c'est le demandeur. En matière pénale, on dit que ça va être le poursuivant, donc le procureur, mais ça dépend de l'infraction pour laquelle l'intéressé est poursuivi. Je prends 2 exemples. S'il s'agit par exemple de détournement de deniers publics, il appartient au procureur de démontrer qu'il y a eu détournement de deniers publics. Parce que ça, c'est un fait positif. Le fait positif, la charge de la preuve incombe à celui, bien entendu, qui invoque l'existence d'un fait positif. Donc la nuance est importante. Donc si il y a détournement de deniers publics, il appartient au parquet de dire vous avez détourné tel montant à telle occasion et voici les éléments de preuve. Donc on confronte l'accusé aux éléments de preuve. Si vous vous rappelez, dans cette procédure-là, nous avons dit qu'il n'y a aucun montant qu'on a dit à M. Silla qu'il aurait détourné. Ça veut dire qu'on demandait au procureur, effectivement, de prouver qu'il a détourné. Par contre, lorsqu'il s'agit de démontrer la preuve d'un fait négatif, le fait négatif, quand on prend par exemple le délit d'enrichissement illicite, ce qui est illicite, c'est un fait négatif. Et celui qui peut effectivement rapporter la preuve de ce fait négatif, c'est celui qui prétend qu'il s'agit d'un fait positif. Ça veut dire quoi? Si le procureur considère que vous êtes un agent public et que vous êtes payé à tel montant, et que vos revenus légaux, ce qu'on vous paye comme salaire par exemple, ne peut pas raisonnablement vous permettre d'avoir un train de vie ou d'être en possession d'un tel bien. En pareille circonstance, le fait, bien entendu, qui est là, qui est apparent, la situation d'apparence, c'est que vous êtes riche et que vous êtes en possession d'un revenu important. Qui peut prouver que c'est contraire? Parce qu'on dit, on connaît votre salaire et la fonction que vous occupez vous place dans une situation d'incompatibilité. Donc, par conséquent, c'est à vous de dire, à part votre salaire-là, qu'est-ce qui vous permet effectivement d'avoir ces biens-là ou ce revenu. Donc, il appartiendra normalement à celui qui dit que non, ma richesse-là n'est pas d'origine illicite, c'est à moi de prouver. Mais qu'à cela ne tienne, cette procédure-là précède
une enquête de patrimoine qui est menée par le parquet, qui consiste à identifier les biens de la personne, à évaluer son patrimoine et comparer ce patrimoine effectivement à ses revenus légaux. Et on lui adresse une mise en demeure afin de justifier. Dans notre cas, le premier travail auquel nous nous sommes attelés, c'est de réunir d'abord les archives de notre client, de justifier d'abord l'origine effectivement de ces ressources-là et de justifier tous les montants qui sont non seulement dans les comptes de la société, mais c'est bien personnel. Je vous donne juste un exemple. Au début de l'information, ils ont estimé que quand ils ont adressé un courrier à la conservation foncière, ils ont dit qu'il n'a que 3 immeubles, je crois. Ok, nous, au niveau des gendarmes, on est d'accord. Si, ça, c'est en 11 ans. Mais déjà, avant que M. Sylla n'accède à la fonction de la présidence de la République, il avait déjà 8 immeubles qu'on a versés au dossier. Eux-mêmes, ils ont mené des investigations, ils ont écrit à la conservation foncière pour vérifier l'authenticité de ces réalisations-là. Et cela s'est avéré. Donc, raisonnablement, effectivement, de ce point de vue-là, c'est réglé. Et il y a beaucoup d'autres transactions et des pièces qu'on a versées au dossier de la procédure qui ont permis au juge quand même de déterminer effectivement que le monsieur avait la possibilité effectivement d'avoir ce train de vie. Et ce que je veux peut-être préciser, c'est que cette procédure a quand même duré. Je pense que c'est le tout premier dossier de la CRIEF, parce que la procédure a commencé le 27 janvier 2022. Jusque-là où nous sommes, il y a des procédures qui ont même été bouclées, d'autres ont été renvoyées devant la chambre de jugement. Il y a eu d'autres ont été clôturées, mais aujourd'hui, quand même, on peut dire que les juges ont pris quand même leur temps d'examiner ce dossier-là et puis de sortir cette décision. Alors sur la base, si tu permets, sur la base de ce que vous êtes en train de dire, de retard de juste ça là, cette petite précision, est-ce que vous avez l'impression que sur la base de retard, comme je le disais tantôt, que ce procès est en train de quitter l'aspect judiciaire pour devenir un procès politique, que ce serait une affaire qui est au-delà des juges et qu'il y a des gens tapis à l'ombre qui tirent les ficelles? Vous savez, moi je suis un professionnel de droit et cette procédure-là, j'ai fondé mon espoir en fait, aux magistrats qui à chaque fois reçoivent la procédure. Parce qu'il faut juger en fait les gens en fonction des actes qu'ils posent. Quelqu'un disait ce matin que c'était un camouflet pour la CRIEF. Je dis non. Parce que la CRIEF en fait est composée de plusieurs magistrats et chacun a son rôle à jouer. Le problème fondamental que nous avons dans cette procédure n'est véritablement pas en fait ce que posent les juges en général comme acte. Parce que je peux avoir beaucoup de griefs parce qu'il a été placé en détention que j'ai critiqué. J'estimais qu'il n'y avait même pas d'indice. Et là, on parvient à cette conclusion-là. On a estimé que les comptes ont été saisis. Des fonds qui n'ont rien à voir avec les infractions pour lesquelles il est poursuivi. Bref, toutes ces mesures ont été prises, mais on a considéré peut-être que ce sont des mesures conservatoires et qu'au bout du compte, on parviendra à quelque chose. Nous étions confiants, vous comprenez. Maintenant, aujourd'hui, notre problème fondamental, c'est le parquet. Et le parquet est toute la chaîne du parquet. Et je suis vraiment désolé de le dire parce que si aujourd'hui, vous dites que quelqu'un a détourné un bien, les deniers publics, vous n'êtes pas... Lisez l'ordonnance, elle est disponible. Le juge dit, vous ne m'avez rien, vous avez dit qu'il a détourné, vous ne m'avez pas dit combien il a détourné, à quelle occasion il a détourné, et quel fonds a été mis à sa disposition. Je vous ai convoqué, vous n'êtes pas venu, vous n'avez pas déposé d'écriture. Donc moi je considère qu'il n'y a pas de charge. Quand vous lisez l'ordonnance, les infractions sont prises une après une pour démontrer effectivement qu'il n'y a pas effectivement de charge. Alors, si tel est le cas, et que le juge accompagne cette ordonnance de non-lieu à 3 autres ordonnances, donc de main levée de saisie, de main levée de l'interdiction de sortie, et de main levée effectivement de restitution de ces biens, et que malgré, parce que là où vous comprenez que peut-être qu'on sort hors du cadre judiciaire, c'est que M. Kabinet Sylla
avant qu'il ne soit incarcéré, quand il a été incarcéré, avant qu'il soit incarcéré, ses comptes personnels étaient saisis. Ça, depuis le 12 septembre 2021. Les comptes de ces entreprises, y compris Yoma Media, qui n'est même pas concerné par la procédure. Le média n'est pas concerné par la procédure parce que c'est une société à part. Les comptes là sont saisis. Ses immeubles sont saisis, ses véhicules personnels sont saisis, les véhicules de son entreprise sont saisis. Vous comprenez? Malgré ça, on le met à détention. Maintenant qu'il y a eu un non-lieu, le non-lieu signifie que tout ce qu'on a articulé contre vous n'est pas fondé. Et par conséquent, donc la conséquence de ce non-lieu-là, nous, on vous restitue vos biens. Ce sont les juges qui parlent. On vous restitue vos biens et vous êtes libre. Et ça, c'est l'article 284 du Code de procédure pénale, donc à l'alinéa 2, qui dit qu'en cas de non-lieu, les inculpés provisoirement détenus sont mis en liberté. C'est ce que le texte dit. Alors, on veut me faire croire que l'appel est suspensif, mais lorsque vous prenez le corpus, en fait le Code de procédure pénale, et vous avez des dispositions qui s'appliquent à tous les cas, et vous avez des dispositions qui s'appliquent aux cas spécifiques. Dans le cadre du non-lieu, le législateur est clair. On vous dit l'inculpé détenu est provisoirement libéré, doit être mis en liberté en cas de non-lieu. Ça veut dire quoi concrètement? La détention, parce que lorsque on vous met en détention, c'est une détention préventive. Ouais. La liberté, elle n'est pas provisoire. Vous verrez dans le Code de procédure pénale, vous ne verrez nulle part où on parle de liberté provisoire. La liberté n'est jamais provisoire. Elle peut être conditionnelle. Oui, mais ça c'est pour les condamnés. D'accord. Mais c'est la détention qui est préventive. Et la détention préventive est une mesure exceptionnelle. Pourquoi? Le législateur le dit à l'article préliminaire du Code de procédure pénale. Il le dit que la liberté est la règle, la détention l'exception. Ça veut dire quoi? Que si le juge d'instruction, par exemple, qui a le pouvoir effectivement de placer quelqu'un en détention, doit procéder ou doit prendre une telle mesure, il doit fonder sa décision sur des cas précis. Je vous donne un exemple. On vous dit par exemple que, ok, il y a des témoins, des potentiels témoins qui se promènent. Si on vous met en liberté, vous pourrez être en contact avec ceci. Ou il y a des preuves que vous pourriez, par exemple, effacer les traces, ainsi de suite. Ou bien, on veut vous mettre peut-être en sécurité, ainsi de suite. Voici les motifs qui peuvent pousser un juge d'instruction. Donc, pour permettre, effectivement, de maintenir l'information judiciaire, continuer son cours normal. Et si vous avez remarqué, quand son mandat n'avait pas été relevé, le parquet a fait appel. Le motif qu'il évoque, il dit non, il y a des personnes qui doivent être entendues comme témoins et autres là n'ont pas encore été entendues. Il y a des investigations à la douane qui doivent être menées, ne sont pas encore terminées. Donc par conséquent, il faut le maintenir. Alors malgré ça, on n'est pas été à la Cour suprême, mais en fin de compte, l'information a été clôturée. Le parquet lui-même a déposé son réquisitoire définitif. Donc, pour dire, il faut le renvoyer, il faut voir tel non-lieu dans telle infraction et autres. Ça veut dire que le parquet est convaincu que l'information est terminée. Ce qui veut dire que la liberté de l'inculpé n'est plus un problème pour la conduite normale de la procédure. Si c'est pour ça qu'il est détenu, j'insiste sur le mot, si c'est pour ça qu'il est détenu. Et à partir du moment où il y a une ordonnance de clôture, donc il y a un non-lieu qui a été prononcé, en conséquence, c'est la liberté. C'est ça l'esprit de l'article 284 du Code de procédure pénale. Et cette décision-là doit être appliquée et nous espérons que le parquet va le faire. Parce que si nous l'avons déjà adressé, parce qu'on a passé toute la journée, on l'attendait, il n'était pas présent, il était au ministère de la Justice, semble-t-il. C'est ce qu'on a reçu comme information. Nous lui avons adressé un courrier. S'il n'exécute pas d'ici demain, nous allons saisir le ministre des Droits de l'Homme. Je précise le mot, on va saisir le ministre des Droits de l'Homme, pas le ministre de la Justice. C'est ce qui nous donne, c'est le ministre des Droits de l'Homme, parce qu'il s'agit des libertés individuelles. Et on verra effectivement ce qu'il fera face à cette situation du moment où il vient de suspendre un magistrat pour avoir condamné quelqu'un à 2 mois, décerné 2 mois d'emprisonnement. Je rappelle que Kabine Silla est en prison. Il a fait, bien entendu, 10 mois. Et lui, il n'a pas été condamné jusqu'à présent.
Alors que la personne qui avait été condamnée à l'abbé, le juge a reconnu sa culpabilité. Donc on va voir quelle va être cette justice qu'on a. Moi je veux bien mettre le ministre de la Justice face à ses responsabilités, bien entendu. On le fera cette fois-ci, oui, bien sûr. Bien. Oui, allez-y. Traoré, l'actualité est là. Nous avons appris que le parquet a interjeté appel. Je voudrais savoir qu'est-ce que c'est pour le commun des mortels. Deuxièmement, quel est l'impact sur votre client? Et si les hostilités venaient, parce que vous venez de rappeler que vous allez engager des hostilités politiques au-delà, puisque les droits de l'homme sont des terrains politiques, mais on va juste rester sur les hostilités judiciaires. Si jamais l'appel aboutit ou n'aboutit pas, quelle est la conduite à tenir par le camp? Non. Écoutez, chacun nous, on ne lance pas d'hostilité politique. Et nous sommes des professionnels de droit. Je l'ai toujours dit qu'un avocat doit servir à quelque chose. Ça veut dire quoi? Que lorsque vous participez à une procédure, lorsque vous vous battez, lorsque vous travaillez, vous passez des nuits dans vos bureaux, dans nos cabinets, pour travailler sur des dossiers, sur les libertés, les droits des gens, et quand les juges parviennent à accorder cette liberté-là, on ne peut pas jouer avec ça. Parce qu'aujourd'hui, on utilise le droit d'appel du parquet et le droit de pourvoi en cassation du parquet. On en use abusivement au détriment des libertés des pères de famille. Et c'est ça aujourd'hui qui pose problème. L'effet de l'appel, c'est très simple. C'est que, bien entendu, le dossier va être examiné ou réexaminé par la chambre de contrôle de l'instruction. Ce qui n'empêche pas à ce que M. Kabinet Silla soit en liberté. Et je suis convaincu que si l'on veut construire un État de droit, on doit quand même accepter d'exécuter les décisions de justice. Parce que nous sommes demandeurs. Dans un procès pénal, la partie la plus fragile du procès pénal, c'est la défense. Monsieur Silla, aujourd'hui, il est en prison, il est là, il attend, sa famille l'attend. Pourquoi on le garde en prison s'il n'y a même pas d'indice, à plus forte raison de preuve? Moi, je pense que il faut quand même avoir raison gardée, quelles que soient les raisons qui ont amené ce monsieur en prison. Si on est arrivé à cette conclusion des juges, hein, je rappelle que la CRIEF est une institution qui a été mise en place pour lutter contre la corruption. Elle n'a pas pour vocation de condamner tout le monde. Elle doit vérifier si celui-là qui est responsable, effectivement, le juge va entrer en condamnation. Mais s'il estime qu'il n'y a rien, tel que c'est le cas, on doit pouvoir quand même exécuter la décision. Je ne dénie pas au parquet son droit de faire appel. Moi, je veux simplement que M. Silla soit en liberté. Les hostilités procédurales devant la chambre de contrôle de l'instruction, on le fera. Et je suis convaincu que les faits qu'on n'a pas pu démontrer pendant 20 mois, c'est pas en un mois qu'on va le faire. Si vous n'obtenez pas satisfaction, vous comptez aller au niveau des institutions internationales? Non, vous savez, la détention préventive de M. Silla, on avait déjà saisi la Cour de justice de la CEDEAO. Donc, l'audience va être programmée probablement dès la rentrée judiciaire. Et ça, on a déjà engagé. Nous sommes convaincus d'obtenir une condamnation de l'État pour la violation de ses droits. En tant qu'il avait droit à ce que sa demande soit examinée par la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction dans un délai qui n'a pas été effectivement respecté. On a fait trop de mal là, monsieur, sincèrement. Je vais vous le dire. Nous, on avait obtenu, quand la Cour suprême ils ont déclaré un de nos recours irrecevable. Pourquoi? Parce que ils ont pris une pièce dans une procédure pour introduire dans la note et fonder une décision sur ça. Il y a eu trop de mal. Mais vous savez, nous, notre client, tout ce qu'il veut, et c'est important que je le précise, ce n'est pas un homme politique, c'est un homme d'affaires. Qu'est-ce qu'il veut? Recouvrer sa liberté, reprendre ses activités normalement, pour que des emplois qui étaient attachés à son entreprise et qui ont été provisoirement arrêtés, ou d'autres qui ont été licenciés, que ces personnes-là puissent reprendre les activités pour que l'État qui s'est constitué partie civile dans cette procédure puisse effectivement retrouver ou recouvrer son droit de percevoir les impôts et les cotisations à la sécurité sociale. Et c'est ce qui est important. Non seulement le taux d'emploi va être absorbé,
mais également l'entreprise continuera à payer les impôts. Parce qu'actuellement, l'entreprise ne fonctionne presque pas, elle fonctionne à perte, parce qu'elle n'a pas accès à ces fonds qui lui permettent de faire des investissements et autres. Donc cette procédure aujourd'hui, c'est vrai, ça fait mal à M. Sylla, mais ça fait plus mal à l'État. L'État qui est vraiment... et qui n'a même pas été en mesure de dire... Sinon, nous, vous savez, la procédure là, lorsque vous êtes face à l'État, et que c'est l'État qui vous poursuit, et que c'est pour l'État que vous avez travaillé, est-ce que c'est compliqué pour un État de dire que c'est ce monsieur a détourné tel montant que je lui ai donné pour gérer? C'est facile. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué pour et l'État de dire bon, vous n'avez pas dédouané telle marchandise, ainsi de suite? La douane, le directeur général de la douane a écrit pour dire que toutes les marchandises ou les véhicules importés par cette entreprise ont été dédouanés et les montants ont été payés. Vous savez, M. Sylla, pour le commun des mortels, il était impliqué dans toutes les affaires, mais il s'est gardé de séparer son activité professionnelle, donc son business, à son activité à l'intendance de la présidence de la République. Ouais, c'est pourquoi vous le verrez, et c'est pourquoi il y a des difficultés en réalité aujourd'hui. C'est parce que ça n'existe pas. Moi, j'appelle le parquet à savoir raison garder et à sa hiérarchie de se calmer et de savoir qu'aujourd'hui, c'est M. Sylla qui se bat aujourd'hui pour sa liberté, pour recouvrer les biens qu'il a acquis légitimement. Demain, ça pourrait être M. Charles Wright qui va probablement justifier ses biens. Et ça, ce jour-là, quand je serai à sa place, je lui promets que je vais faire respecter ses droits en tant que citoyen guinéen. Mais à vous entendre parler, est-ce que le procureur n'est pas hyper puissant? Est-ce que si vous décidez de vous tourner, par exemple, vers le ministre de la Justice, ça veut dire déjà qu'au niveau des droits de l'homme, je vais dire, c'est la même personne de toute façon, au niveau du ministère des droits de l'homme, j'allais dire, est-ce que ça sous-entend que déjà au niveau de la CRIEF, vous êtes convaincu qu'on n'est plus sur un terrain de droit et qu'il faille trouver d'autres mécanismes pour sortir de oui, mais c'est ce qu'on peut... Nous, hiérarchiquement, le ministre de la Justice est le supérieur hiérarchique du parquet. Il peut lui donner des instructions. La preuve, quand le Fonike Mengue devait être libéré, il a appelé le procureur, il a dit bon, il faut prendre tes responsabilités et régler ce problème-là. Le procureur a pris tout de suite un ordre de mise en liberté et puis ils sont sortis. C'est tout, hein. Et je pense que ce dossier-là, il doit être sur la liberté de ces gens-là. C'est le ministère de la Justice qui doit régler. Mais en sa qualité de ministre des droits de l'homme, puisqu'il semble être soucieux des questions des droits de l'homme. Mais sincèrement, je lui promets qu'à sa place, le jour où je serai à sa place ministre de la Justice, s'il est dans une telle situation, je ferai tout pour que ses droits soient respectés. Ça, je le dis sous la foi de mon serment, parce que je crois à la justice. Ouais. Mais maître, justement, vous avez dit que votre problème fondamentalement c'est avec le parquet et Sékou vient de le dire, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème avec les juges d'instruction? Du coup, ma question d'abord, est-ce que c'est le même juge d'instruction par exemple qui a ordonné la détention de M. Kabinet Sylla, connaissant le dossier déjà, ayant le rapport des gendarmes et tout, qui a décidé ensuite maintenant le non-lieu? Et est-ce que justement il n'y a pas un problème aussi au niveau de ces juges d'instruction qui abusent aussi, autant le parquet abuse du droit d'appel, les juges d'instruction abusent aussi parfois de la détention, c'est-à-dire vous savez, au-delà de la CRIEF même, la détention n'est pas forcément l'exception. De toute évidence, un juge d'instruction, vous savez, il y a quelque chose dans notre code de procédure pénale qui est un peu bizarre. Parce que vous comparaissez devant un juge d'instruction, en principe, le juge d'instruction il peut vous inculper, auquel cas il va entreprendre un certain nombre de mesures, ou tout comme il peut ne pas vous inculper, donc il peut rendre une ordonnance de refus d'inculpation, ou bien il vous prend en qualité de témoin assisté, puisqu'il estime qu'au moment où vous comparaissez devant lui, il n'y a pas d'indice. Donc, au cours de l'information, lorsqu'il vous entend en tant que témoin assisté, s'il décèle des indices, sur la base de ces indices-là, il peut vous inculper pour éviter d'exposer son ordonnance d'inculpation à la censure, à l'annulation par la chambre de contrôle de l'instruction. Il n'est pas évident que, quand vous comparaissez devant le juge d'instruction, qu'il puisse apprécier tous les faits tout de suite là, pour pouvoir se faire une conviction.
Et donc, généralement, les juges d'instruction, ils décident de placer les gens en détention provisoire. Mais en fin de compte, parce que la loi permet à l'inculpé de demander la liberté provisoire à toute étape de la procédure. Donc, il ne devait pas aller en prison, c'est ça la réalité, il ne devait pas. Mais puisqu'il y est allé, nous sommes dans cette situation-là et puis on vit. Voilà. Bien. Merci à vous, Maître Almami Samori Traoré, d'avoir accepté de répondre à nos questions. On va continuer à suivre l'évolution de ce dossier et puis on sera là pour en parler.